Bonjour, c'est Cédric Froment pour l'émission hebdomadaire du Club e-Devenir Trader. Alors je vous souhaite un excellent visionnage et surtout n'hésitez pas à commenter, à laisser des messages, posez vos questions en dessous de cette vidéo. On est dans un club d'investisseurs, de traders et que vous soyez novice ou expert, il faut participer. L'idée c'est de créer une communauté et puis de la faire vivre. Allez, donc je vous fais un petit retour rapide des recos de la semaine dernière, parce que ça a bien bougé. Donc le titre Zolt que je vous avais recommandé là pour les traders tout terrain. Alors voilà, le titre s'est bien envolé, donc il y avait une entrée qui se faisait autour d'ici le lundi ou le mardi. Le titre a boosté. Vous voyez que là le R1 a été touché, puisque si on mettait notre stop loss ici, la distance entre le niveau d'entrée et le chemin parcouru par les cours est égal. Donc quand ça se réalise, vous remontez votre stop loss sur votre break-even. Donc là, vous avez là vous avez un trade qui est neutralisé, puisque le stop, vous l'avez remonté sur votre break-even. Là, vous voyez que la dernière séance, il y a eu un ressac très important, une open qui s'est faite pratiquement sur les niveaux d'ouverture de la veille. Donc là, vous êtes toujours en position sur le marché. Si le titre ressac en dessous de votre niveau d'entrée, boum, vous sortez de votre position. Donc PS4, c'est un titre que je vous avais recommandé, je vous avais expliqué que j'étais déjà en position dessus, donc il y avait une entrée à faire le lundi. Et donc vous voyez, ça s'est bien envolé, on a eu des bons volumes, là regardez-moi ces volumes en très forte augmentation, le trend est en train de s'établir. On a une requête entre les mains, on a quelque chose de très... de très vif, donc serrez bien vos stops, allez voir même sur des graphiques intraday si vous avez envie. On a un titre qui est explosif là. Alors le titre GSL qui a été recommandé pour un éventuel pullback, puisque vous voyez qu'on avait une très belle formation, des volumes en augmentation sur le breakout, et on a effectivement réalisé ce pullback. Vous voyez qu'on est allé chercher très proche du pivot avec un dip. Alors je vous ai affiché ce graphique avec des chandeliers japonais parce que vous pouvez bien voir justement ce magnifique dip ici avec un pseudo doji qui est simplement un creux de marché. Et là, on est en train de dessiner le point d'inflexion. Donc voilà, on avait quelque chose de très intéressant à saisir autour de ces niveaux-là, avec un stop loss autour de là. Là, si on casse à la hausse, boum, on pourra remonter très rapidement son stop loss sur son niveau d'achat. Donc voilà. Autre titre, DDXS, donc le titre c'est bien apprécié, on a tapé le R1, donc les courses sont suffisamment appréciées pour qu'on puisse neutraliser notre transaction, donc c'est-à-dire que le stop loss, on le remonte, sur notre niveau d'achat. Là vous voyez qu'on a un petit ressac, en espérant que ça aille pas chercher le niveau de stop loss. Vous voyez qu'aussi on a un tout petit gap ici, donc à la limite pour ajuster tout ça, éviter de se faire exécuter, on peut le placer juste en dessous de ce petit gap up, parce que là si on va chercher le comblement du gap, il y a de fortes chances pour que ça s'arrête juste sur le comblement et que nous, en mettant notre stop loss juste en dessous, on ne soit pas exécuté. Donc voilà, c'est du trading adaptatif, c'est du discrétionnaire. On respecte l'idéologie, donc la méthodologie du R1, donc toujours neutraliser un trade quand on arrive sur le R1, sauf qu'on s'adapte un petit peu aux conditions de marché. Donc on ne sera pas exactement neutralisé si on exécutait, on aura une petite perte, mais en tout cas, on met les probabilités de notre côté pour que si le ressac soit important, on ne soit pas exécuté. Comment reconnaître une action qui est prête à renaître de ses cendres? Alors je vais vous donner un petit exemple là, qui est en train de se produire sur le marché français avec EMG. On est sur un graphique mensuel. Donc ce que vous voyez là, c'est que chaque petite barre de cotation correspond à un mois de bourse, un mois de cotation de bourse. Alors là, ce que vous voyez, c'est que depuis 2009 jusqu'à la fin de l'année 2013, on a une large consolidation qui s'est construite. Vous voyez que cette consolidation, elle est de plus en plus serrée, et qu'on a donc un consensus qui s'est établi autour d'un prix qui est censé être juste. C'est-à-dire que les opérateurs perçoivent le prix de cette action justement autour de 5,50 €.
On va passer sur le graphique en hebdomadaire maintenant. Donc on va faire un petit zoom. Donc chaque barre de cotation que vous voyez, c'est une semaine de bourse. Et vous voyez qu'on a une ligne de pivot ici. La ligne de pivot, c'est la ligne de résistance. Vous voyez que cette ligne de résistance, elle est en train d'être cassée. Elle a été cassée cette semaine et qu'on a eu des forts volumes en augmentation. Si je reviens sur le graphique en mensuel, vous voyez que ces volumes ici, au cours du dernier mois, ils sont bien retranscrits. C'est le mois de septembre. Et là, on est en train de casser. Maintenant, je vais passer en journalier et vous voyez qu'on a toujours cette très très large base et ces volumes ici qui sont en train de réveiller le titre. Les opérateurs ont un regain d'intérêt très très vif sur ce titre depuis le 16 septembre. Vous voyez que là, on a cassé le niveau de pivot à très très long terme. C'est un pivot qui est en jeu depuis 4 ans et qu'on a ressaqué un petit peu et que là, avec des volumes encore plus fort, on est revenu chercher le pivot et le dépasser. Donc ça signifie que ce titre a un potentiel de hausse là dans les trimestres à venir qui est assez important. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce titre va certainement continuer à monter et développer des petites bases, donc au cours des prise de profit des opérateurs, ce titre va certainement consolider. Et pendant ces consolidations, nos screeners LDM et RDM vont nous ressortir ce titre et on pourra éventuellement trader ce titre. C'est pas très intéressant là d'acheter ce titre comme ça parce que on ne sait pas si c'est un simple feu de paille ou si on a vraiment une vraie tendance avec du momentum qui va se mettre en place derrière. On n'en sait rien. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se mette effectivement en place tout ça. Et il sera toujours temps de repérer ce titre dans les semaines à venir ou dans les trimestres à venir sur nos screeners LDM et RDM. Alors cette semaine, j'ai 13 titres à vous présenter et on commence par un titre allemand qui s'appelle FPH. Alors ce titre, je l'ai retenu pas parce que le comportement global de l'action est bon, puisque vous voyez que là c'est assez choppy. On a un très très large range de plusieurs années qui est en place. Mais je vous présente ce titre parce que la petite base est bien construite. Vous voyez que là on a quelque chose de bien tight, sur la fin c'est bien serré. On a des volumes en parfaite cohérence avec la construction de cette base. Et au moment du breakout, ici, on a des volumes en forte augmentation. Donc voilà, quand on a ce genre de comportement chez un titre, c'est plutôt très positif. Là, ce qui nous manque, bien sûr, c'est la personnalité de l'action, le fait qu'on va avoir vraiment une très bonne action en main pour faire un trade. Là, c'est pas le cas, on a juste une bonne pattern, mais pas une bonne action. Ensuite, on attaque les titres du Nasdaq. Alors, c'est STE. Alors donc voilà, ce titre, en parlant de personnalité, je l'aime bien parce que voilà, il a une bonne personnalité, il monte et il monte de plus en plus fort. Vous voyez que là, ça s'accélère. Après, au niveau de la pattern, elle est assez correcte. Je la trouve pas suffisamment longue à mon goût. Mais vous voyez qu'ici, là, les variations, hop, sont relativement restreintes. Donc, on reste dans quelque chose de très serré, très tight. Et qu'à la fin, on a cette toute petite consolidation avec un breakout ici qui se fait dans des volumes en très forte augmentation. Donc voilà, tout ça fait que ce trade, cette action pouvait proposer un contexte de trading largement prenable. Encore une fois, c'est pas parfait, mais là c'est tradable. C'est pas parfait, pourquoi ? Parce que, à mon goût en tout cas, on n'a pas une construction de base suffisamment longue pour qu'on ait un vrai beau mouvement haussier derrière. Ensuite, le titre MWM. Encore une très bonne personnalité ici. Vous voyez que cette action-là, elle a des gros runs de plusieurs mois quand elle se libère des bases. Là, on peut se rendre compte que fin 2011, elle s'est libérée de sa base. On a eu un très très fort run. Là, juste avant le début de l'été 2013, elle s'est libérée de la base. On a eu un très beau run, bien linéaire. Et là, actuellement, on se libère à nouveau d'une base. Bon, elle est bien plus courte que les précédentes, mais je trouve qu'elle est correctement formée, puisqu'on a des volumes en parfaite cohérence avec la construction de la base. Ça devient de plus en plus tight sur la fin. Vous voyez que les bandes de Bollinger ici, elles sont bien serrées. Là, on a le breakout qui s'est effectué sur 2 séances avec des volumes qui sont relativement timides, ce qui d'ailleurs nous a réservé un pullback ici. Donc un pullback, c'est un ressac sur le niveau de pivot.
Donc voilà, je pense que cette action, elle est correcte. Ensuite, alors celle-ci, c'est quoi? C'est GJASO. Alors cette action, je vous la présente pas parce qu'elle elle est intéressante à trader, mais parce qu'elle a un comportement. Voilà, donc on a une large base, elle a un comportement intéressant. On a une large base ici pendant la fin 2012 et le début de l'année 2013 qui a été cassée. Je refais le trait parce qu'il n'est pas très propre. Vous voyez, donc c'est toute cette large base. On a eu des volumes en très forte augmentation. Ça s'est fait sur 2 séances. Donc c'est pas du tout le genre d'action que je recommande. Et ensuite, on a une construction d'une nouvelle base. Donc on a une base sur une large base. Donc ça signifie en règle générale qu'on a potentiellement un nouveau trend, la naissance d'un nouveau trend à moyen long terme qui pourrait se développer. Alors pourquoi ce contexte de trading je l'aime pas pour un trade? Là ça reste juste de l'analyse technique, hein, c'est-à-dire je vous explique comment un nouveau trend se met en place, mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi ce trade je le prendrai pas. C'est parce que on a cette base est trop profonde. On n'a pas quelque chose de suffisamment tight. Là, vous voyez que le premier ressac, il a retracé l'intégralité de la hausse, pratiquement l'intégralité de la hausse qui a été faite sur les 2 séances. Et ensuite, on a eu un beau rebond, ce qui est plutôt positif. Par contre, là, le deuxième ressac, il est toujours beaucoup trop profond. Donc là, on est toujours venu rechercher le niveau de pivot. Et là, le troisième ressac, il est toujours trop profond. Donc voilà, on a trop de volatilité, ça s'est pas assez calmé. Donc vous voyez que là, on est en train de casser le niveau de pivot avec des volumes, ce qui est techniquement plutôt positif. Par contre, pour un trade, moi, je préfère rester à l'écart. C'est pas le genre de configuration parfaite qui nous assure d'avoir un minimum de risque, tout en gardant un maximum de probabilité à ce qu'une hausse arrive derrière ça. Le titre SIGA. Alors SIGA, j'aime bien la pattern. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, elle a beaucoup d'amplitude. Les vagues sont bien amples et que sur la fin, ça se tasse. Ça devient très serré. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de momentum sur ce titre. Vous voyez que là, on est toujours dans un large range à long terme. Idéalement, il aurait fallu qu'on ait ce comportement-là, mais beaucoup plus haut, c'est-à-dire quelque chose qui se forme ici, après en sortie de range. Donc voilà, là on n'a pas de momentum, donc même si on a un contexte de trading, une petite base qui est très bien formée avec des volumes, vous voyez là en augmentation juste avant le breakout, hormis faire un swing trade, ce sera un swing trade mais qui s'appuie sur aucune anomalie de marché, donc pas de momentum ou pas de news. Donc voilà, ce sera un swing trade pas suicidaire, mais bon, on n'exploite pas les probabilités du marché, les probabilités qui sont à notre avantage, donc voilà, restez plutôt à l'écart de genre de configuration. Ensuite, sur le Nasdaq, on est toujours sur le Nasdaq d'ailleurs, on a TESS. Alors ce titre, il est correct parce qu'on a un trend au préalable qui est bien soutenu, bien linéaire. On a une petite base qui s'est formée, qui est relativement bien serrée, avec une deuxième partie de la base, ici vous voyez, qui est très très serrée. Le breakout s'est fait sans aucun volume. Vous voyez qu'ici, on a carrément une baisse des volumes sur les séances de breakout, et que là, sur les dernières séances, on a des volumes toujours en baisse. Donc ça, c'est pas très bon signe. J'ai plutôt l'impression que cette action, elle va aller nulle part. Elle va continuer à faire un range. On verra, mais bon, en tout cas, voilà. Si le contexte de l'action est correct, là, vous voyez que le jeu des volumes et du prix sont pas très intéressants pour initier une position sur les niveaux actuels. Ensuite, le titre CPBO. Alors celui-ci, j'ai plusieurs traders qui m'en ont parlé cette semaine. Et pourquoi est-ce que c'est un bon titre? Alors, regardez ce graphe et vous voyez que les mouvements sont relativement prédictibles. Dans le sens où, quand on casse la base ici, bam, on a une très forte hausse. Là, on a une base qui s'est formée à nouveau. Elle a été cassée ici le 25 septembre. Vous voyez que le 25 septembre, la cassure s'est faite avec des volumes en augmentation. A priori, on devrait avoir un nouveau trend haussier. Alors pourquoi cette base est plus intéressante que la précédente? Parce qu'on a déjà un momentum ici haussier qui est bien fort. Vous voyez que cette hausse au préalable, voilà, celle-ci,
Elle veut dire, voilà, il y a des gens derrière, il y a des grosses mains qui achètent, il y a beaucoup d'accumulation sur le titre. Vous voyez d'ailleurs que les volumes ici pendant cette hausse sont complètement anormaux et que pendant la construction de la base, la deuxième base, ils sont carrément, ils ont déserté. Il y a plus de vendeurs sur ce titre au cours de la base. Donc il n'y a pas eu de distribution, ce qui est quelque chose de très positif. Donc voilà, on a un contexte de trading qui est assez correct. Si on passe au graphique hebdomadaire, on se rend compte que la hausse au préalable, elle est bien soutenue. Les bandes de Bollinger sont en train de bien se resserrer juste avant le breakout. Et on a une espèce de micro-pattern, ici quelque chose de très tight. C'est pas très très bien formé, c'est pas la figure parfaite. Mais on a un comportement général sur cette action qui est très positif. Alors, le prochain titre, c'est CLFD. Donc, je reviens sur du journalier. Ce titre est intéressant parce qu'il a une bonne personnalité. Vous voyez que là, on a quelque chose qui booste. Quand ça va vers le haut, ça va très fort vers le haut. On a une très forte volatilité. Vous voyez que le retour de bâton, là, il a été très violent au mois de juin. Là, on a une construction de base qui est assez correcte. C'est pas l'idéal. Hein. Pour moi, la petite base qui s'est formée ici, elle n'est pas suffisamment propre. Ça manque de volatilité comparativement à ce qui se fait avant. Donc c'est pas très prédictible, mais le contexte global, hein, cette action, la personnalité de cette action, la construction de cette petite base en font un titre assez intéressant pour une opération de trade. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un breakout sur les deux séances. Vous voyez que les volumes sont en très forte augmentation. Là, on a un pullback qui vient chercher le niveau de pivot. Donc éventuellement, si vous êtes courageux ou si vous avez un risque très faible sur votre portefeuille, une exposition très faible, ça peut être jouable. Le titre DAVE, alors ce titre, je l'aime bien parce que les mouvements sont bien linéaires, bien prédictibles. Ça booste bien, on a des volumes en forte augmentation sur le trend haussier au préalable. On a des volumes en forte diminution sur la construction de la base, donc pas de distribution. Hop, je retire ce petit trait. Voilà, et donc là, juste avant le breakout qui s'effectue le 23 octobre, on a eu des séances de hausse des volumes, donc accumulation du titre. On a eu le breakout, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, il n'y a plus personne. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a plus personne. Le titre est relativement peu liquide. Donc, attention à ce titre. Même si le contexte global est très intéressant, la position pourrait être initiée, mais seulement sur une validation là, un nouveau plus haut. Donc, si on repasse au-dessus, ça pourrait être intéressant avec un stop à peu près sur ces niveaux-là. Le titre ABLX, pareil. J'ai deux traders qui m'ont envoyé des mails pour m'en parler cette semaine. Il y en a un, je crois, qui est toujours en position dessus, et l'autre qui est sorti autour de je sais plus où, ça devait être sur l'Eurosac ici. Donc là, on a une base qui est correcte. Elle est pas magnifique, mais elle est correcte. On a eu un breakout qui s'est effectué ici à la séance du 20 septembre. Pour moi, ce breakout, il n'était pas suffisamment significatif parce que ça manquait un peu de volume. Et de toute façon, après, ici, on a eu la news. Donc la news, elle a engendré un gap up. Donc on ne pouvait pas acheter le titre dans ce trou de cotation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, donc on ne peut pas prendre du titre au moment de la news, en timant la news. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, là, c'est attendre de voir ce qui se passe. S'il y a une petite construction de base ici supplémentaire qui se met en forme, éventuellement acheter sur la cassure. Vous voyez que si je passe sur un graphique en hebdomadaire, on est au début du mouvement. On sera en début de mouvement ici avec des forts volumes. Donc, on peut toujours essayer d'entrer, de trouver une porte d'entrée. Hein. Ça reste jouable. Ensuite, on est sur Bruxelles. Hein. Depuis le titre d'avant, on est sur Bruxelles. Alors, le titre, toujours bruxellois, MELE. Alors, ce titre, je vous le présente, mais il n'est pas très intéressant d'un point de vue trading. Mais analyse technique, il est intéressant. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un trend haussier qui est relativement bien soutenu. Vous voyez cette tendance-là. On a une petite base qui s'est formée, qui est correcte. Vous voyez que les volumes là sont en baisse sur le creux.
que là on a quelque chose d'assez tight qui s'est formé et là on est en train d'essayer de pousser le pivot. Là on est en train d'essayer de casser à la hausse et on a des volumes qui sont en train d'augmenter un petit peu. Ça reste timide, c'est pas fort, il n'y a pas cette volatilité qui fait qu'un titre est vraiment magnifique et qu'on doit absolument avoir en portefeuille, mais ça fait partie des breakouts de la semaine qui restent techniquement intéressants à analyser. Le titre EDF, il est trop tard sur ce titre. Moi, j'aime pas trop ce titre. Pourquoi ? Parce que les volumes sont pas suffisamment révélateurs de ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a trop d'actions en circulation. Le titre est trop lourd, il est trop gros. Moi, je préfère les mid caps et les small caps qui sont très faciles à lire. Donc là, ce qu'on avait, c'est que on avait un trend au préalable qui était relativement correct, relativement soutenu. C'est pas la folie, on n'a pas cette volatilité des roquettes de marché ou des vrais bons leaders de marché qu'on doit absolument pas louper en portefeuille. Ensuite, on avait une construction de base qui était moyenne. Vous voyez que les bandes de Bollinger se resserrent bien. On n'a pas quelque chose de parfait au sens des deux figures qu'on recherche et qui sont expliquées dans la formation entrée au bon moment. Mais ça fait partie des breakouts de la semaine. Dernier titre, FEM. Alors, celui-ci, je vous le présente. Il n'a pas un contexte de trading. Vous voyez que cette base, elle n'est pas très belle. Ça manque de liquidité, c'est pas extrêmement tight, c'est un peu, c'est un peu un schmilblick, hein, ça fait un peu n'importe quoi. Cependant, je vous le présente parce que regardez cette belle base ici. Cette belle base, elle a été cassée au début du mois de juin. Ensuite, on a une nouvelle base qui s'est formée. Et là, on a eu des volumes très très anormaux au sein de cette base. Le 30 août, le 10 septembre et le 25 septembre. Vous voyez que ces volumes anormaux, ils révèlent une véritable accumulation du titre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on est sur une mid-caps à small caps et que les volumes sont très très révélateurs contrairement au titre EDF. Là, on voit vraiment ce qui se passe. On voit qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter le titre. Donc quand on sort d'une large base comme ça et qu'on a une nouvelle petite base sur une large base qui se construit et qu'on a des volumes anormaux comme ça signifie que le titre a un potentiel d'appréciation assez intéressant puisque si le trend se libère derrière, ça risque de monter assez fort. Donc alors mes top recos pour cette semaine, il y en a 5, ça fait beaucoup, mais bon, on est dans un marché qui est bien haussier, donc il y a pas mal de trades un peu dans tous les sens. Moi je peux pas tout prendre, je suis vraiment, mon portefeuille il est blindé de chez blindé, donc là je peux pas du tout, je peux pratiquement plus prendre aucune position. Sinon je suis en appel de marge. Donc on a CSTE. Alors CSTE, voilà, sur un petit pullback, si on venait chercher autour de ces niveaux de pivot, ici ça peut être assez intéressant d'en acheter avec un stop ici, sachant que si on rebondit, il faut très rapidement relever le stop loss proche du break-even. Break-even, c'est le niveau d'entrée. Ensuite, le titre MBWM. Celui-ci, pareil, on est sur des niveaux d'achat d'entrée qui sont très intéressants. On a fait le pullback. Vous voyez que là, hop, on est allé chercher ces niveaux de support. Donc là, pareil, une entrée autour de ces niveaux avec un stop à peu près autour des 20 $. Et si on rebondit très rapidement, remonter ce stop en dessous du niveau du dernier creux. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a le titre CFLD. Alors, attendez, je le charge. Il est où ? Il est là. Alors, celui-ci, il est un petit peu bumpy. Il est c'est un peu tout terrain. Mais bon, on est sur un pullback autour du niveau de pivot. Donc, niveau d'achat qui peut être assez intéressant. Je dirais que ce serait même moins risqué d'attendre que ce pullback se réalise avec un rebond. C'est-à-dire prendre la position si on dépasse, par exemple, le dernier plus haut de la séance, qui est là à 14 $. Donc, si on dépasse ces 14 $, acheter du titre. Donc, je vous fais le petit trait comme ça. Vous voyez que là, si on rebondit et qu'on traverse ces 14 $, ça peut être intéressant d'acheter du titre. Et si on rebondit pas et que le titre, il chute comme ça, au moins, on n'est pas en position et on n'a pas fait de bêtises. Ensuite, quel autre titre ? Je regarde ma liste. Le titre Dave. Alors, le titre Dave, tout est bon, sauf le manque de liquidité là, sur ces dernières séances. Donc, je vous conseillerais, si vous devez prendre position là-dessus, d'attendre que
ces nouveaux plus hauts soient cassés à la hausse pour valider qu'on a vraiment des investisseurs qui sont en train d'accumuler du titre et que ça, c'est pas juste un feu de paille. Et dernier titre, FEM. Donc alors là, celui-ci, la consolidation, comme je vous l'expliquais, elle n'est pas parfaite. Par contre, on a des volumes qui sont très révélateurs. Donc voilà. À force d'échanger avec des investisseurs, des novices en bourse ou des traders inexpérimentés, je me suis rendu compte qu'il y avait constamment 4 idées reçues, des fausses idées reçues qui reviennent sans arrêt. Alors, ces gens-là pensent tous que pour gagner en bourse, il faut spéculer sur les marchés et être devant les écrans toute la journée. Ça, c'est la première fausse idée reçue. La deuxième idée reçue, c'est que pour être rentable, il faut une stratégie secrète qui, à la limite, marche tout le temps et qu'il ne faut surtout pas partager, qu'il faut jalousement garder. La troisième idée reçue, c'est qu'il faut être capable de garder son sang-froid pour résister au stress, ce qui est quelque chose qui est véhiculé dans les romans ou dans les films hollywoodiens. Et la quatrième idée reçue, c'est qu'il faut avoir des tuyaux de type délit d'initié. Alors, moi, tout ce que je voulais vous expliquer, c'est que ces croyances, elles sont complètement en dehors des réalités. Elles permettent simplement à faire vivre, comme je vous l'ai dit, les productions hollywoodiennes, avec des films à sensation ou encore les bons écrivains romanciers. Donc, je vais vous révéler quelque chose de crucial. C'est que pour gagner en bourse, il ne faut pas avoir des connaissances très avancées. Je suis bien placé pour vous le dire car j'ai fait des études à Bac+5 avec une spécialisation salle des marchés et métier du trading. Et donc ce que j'ai appris pendant ces études et au cours de mes stages en salle de marché, c'est que tout ça, ça n'a aucune utilité pour mon trading au quotidien. Donc vous devez vous poser la question, mais alors qu'est-ce qui est si vital pour réussir en trading ? Alors le plus vital, à mon sens, et au sens de tous les traders rentables qui sont autour de moi, c'est qu'il faut une routine quotidienne que l'on est capable de suivre la plupart du temps. Ça signifie que votre trading doit occuper une place en parfaite harmonie avec votre style de vie. Donc si vous avez un travail, des hobbies, une famille qui vous prend beaucoup de temps, il ne faut surtout pas déborder dessus. Car à moyen terme, cela deviendra intenable. Vous allez lâcher votre rêve de liberté financière, puisqu'on court tous après ça. Et vous allez simplement sous-estimer la cohérence de votre équilibre émotionnel et personnel. Donc on va revenir un petit peu à nos 4 idées reçues. Alors, est-ce qu'il faut suivre les marchés toute la journée pour gagner en bourse ? Donc moi je vous le dis, absolument pas. Si vous investissez en prenant des signaux sur des graphiques en données quotidiennes, comme ce que je vous présente dans ces vidéos et dans mes formations, vous n'avez pas besoin de surveiller la bourse en séance ou tout juste jeter un coup d'œil, ce qui est purement addictif, mais vous n'avez pas besoin de jeter de coup d'œil la journée pendant les séances. Si vous le jetez, ce sera vraiment, c'est une addiction, c'est parce qu'on adore faire ça. Quand on est trader, on a toujours besoin de savoir ce qui se passe sur les marchés, même si concrètement, pour appliquer nos stratégies de trading, ça sert à rien. La deuxième idée reçue, donc, c'est est-ce que pour gagner en bourse, il faut être en possession d'une formule magique ? Alors on va partir du principe que nous avons cette formule magique et que pour la mettre en œuvre, il faut passer 5 à 10 heures par jour devant ces écrans. Forcément, on va faire un maximum de trades pour gagner un maximum d'argent. Donc je ne vous raconte pas la tronche de la formule en fin de journée car l'homme qu'on est, on ne peut pas résister on peut pas se concentrer intensivement plus de 1h30. Donc avec le stress qu'imposent les marchés et l'épuisement devant ces écrans, 1h30 c'est très très large. Ça se réduit très très rapidement à 20 à 30 minutes. Donc adieu le respect de la formule magique. Donc voilà, une bonne stratégie boursière doit surtout neutraliser tous les mauvais comportements émotifs du trader. Et ensuite, elle doit exploiter une anomalie de marché pour capitaliser dessus. Donc ces 2 grands principes n'ont rien de secret. Le problème qui vient de l'homme qui exploite la stratégie, c'est qu'il n'arrive pas à mettre en place un procédé pour ne pas se retrouver dans une situation de stress et garder à l'esprit que une stratégie magique, ça n'existe pas. Il y a tout juste des stratégies correctes qui existent et qu'en fonction de sa façon d'exploiter cette stratégie correcte, il va devenir très rentable ou il va carrément faire beaucoup de bêtises. Le troisième point, donc, c'est est-ce qu'il faut être capable de garder son sang-froid et de résister au stress quand on est trader ou investisseur professionnel. Donc alors, cela implique que le trader se prend des gros rushs de stress et qu'il doit les puiser dans ses dernières forces émotionnelles pour ne pas craquer. Donc est-ce que le trader serait un surhomme ?
Donc la question ne se pose pas, le trader est pas un surhomme, c'est un homme, il a les mêmes émotions que tout le monde, les traders au sang-froid ça n'existe pas. La vérité c'est que les bons traders ils se retrouvent jamais dans des situations où ils doivent garder leur sang-froid. C'est ça la grande vérité. C'est qu'en fait ils ont un plan, ils font tout pour l'éviter justement ce gros stress. Lorsque ça arrive, ils font comme tout le monde, ils font des grosses bêtises, sauf qu'au lieu que ça leur arrive tous les jours, ça leur arrive une fois par an, donc ils font une bêtise par an au lieu d'en faire toute l'année. Donc pour gagner en bourse, hein, il ne faut pas avoir de sang-froid, il faut simplement ne pas y avoir recours. Donc pour cela, les traders rentables, ils neutralisent cette variable émotionnelle en spéculant moins gros, moins souvent et en passant moins de temps devant les écrans. Donc la quatrième idée reçue, on revient dessus, c'est les tuyaux et les délits d'initiés. Donc alors les vrais bons tuyaux sont des délits d'initiés. Tous les autres, ils servent à rien, vous pouvez les mettre à la poubelle. Donc lorsqu'un collègue vous annonce qu'il a un tuyau en bourse, fuyez. Quant aux délits d'initiés, il reste dans les hautes sphères de la finance pour des tout petits groupes obscurs dont vous et moi n'aurons jamais accès. Donc tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est suivre les grosses mains grâce au graphique boursier et puis trouver un endroit stratégique pour acheter un titre et le revendre. Donc le tout sans prendre trop de risques. Puis répéter ce processus tous les jours pendant des années. Donc pour réaliser une telle mission, il faut mettre en place une routine quotidienne qui prend moins de 30 minutes chaque jour et qui soit simple à mettre en œuvre. Donc elle va s'inscrire en harmonie avec votre vie. Et voilà, vous savez exactement comment gagner durablement en bourse. Donc voilà, c'est moins exotique que faire des gros coups en bourse, que de crier devant ses écrans et de vivre, voilà, comme vous le voyez à la télé, de vivre avec énormément d'adrénaline les marchés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe pour gagner en bourse. Il faut une simple routine qu'on puisse suivre tous les jours jusqu'à ses 100 ans idéalement. Et puis, voilà, il faut répéter cette routine chaque jour et encore et encore. Donc, sous cette vidéo, je vous ai préparé un kit de démarrage qui va vous permettre de mettre en place votre routine avec tous les outils informatiques dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de savoir programmer, simplement de faire des copier-coller. Et vous avez en complément une formation vidéo qui s'appelle Entrer au bon moment et qui vous donne avec beaucoup de pédagogie comment faire l'écrémage visuel des titres qui apparaissent sur vos screeners. Donc le screener, c'est un premier écrémage informatique. Parmi plus de 10 000 actions, il va vous sortir 50 actions qui sont intéressantes. Et parmi ces 50 actions, vous allez devoir faire un écrémage visuel. Une fois que ça c'est fait, vous mettez vos titres dans votre liste de suivi du marché. Vous les regardez chaque soir pendant 30 minutes et vous décidez de suivre ou pas le plan de trade des leaders de marché ou des requêtes de marché ou votre propre plan de trade. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut juste avoir une structure béton, quelque chose de bien organisé et qui soit facile à suivre chaque jour.